Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 des carnets d'un inlassable curieux. Je voudrais commencer tout d'abord par quelques news, enfin notamment une news, un billet que j'ai mis sur mon blog overblog.wordpress.com, overblog.wordpress.com, qui présente une vidéo du montage d'un écran pour Raspberry Pi, un écran tactile. C'est l'écran tactile officiel 7 pouces, donc qui arrive bien sûr, qui est à monter soi-même, hein, comme beaucoup de choses, beaucoup de projets sur le Raspberry Pi. Donc pour rappel, le Raspberry Pi, c'est cette petite ordinateur sous la forme d'une carte de crédit. Et donc j'y présente dans cette vidéo et dans ce billet de blog la façon de monter et d'alimenter cet écran pour en faire un petit ordinateur tout en un. L'écran est alimenté par le Raspberry Pi. Et dans les notes du blog, je présente aussi une méthode pour inverser l'écran et la grille tactile, parce qu'en effet, j'ai acheté moi un support, mais si on met le support sur ces petites papates, et ben, le problème il est que l'écran est dans le mauvais sens. Donc c'est pour ça que j'ai complété cette vidéo de montage par les quelques petites manips qu'il suffit de réaliser pour inverser l'écran au niveau de l'affichage. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce billet sur le blog. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un jeu de rôle, le jeu de rôle Dungeon World. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce jeu de rôle. En tout cas, pour moi, c'est un jeu de rôle important, étant donné qu'il a quand même pas mal modifié ma façon de jouer. Et surtout, ça a été un choc ludique, on va dire. C'est devenu mon jeu fétiche, mon jeu préféré, en tout cas celui que je pratique maintenant le plus souvent. Que ce soit en tant que maître du jeu, mais aussi en tant que joueur. Donc qu'est-ce que le Dungeon World? C'est donc un jeu de rôle traditionnel, hein, c'est-à-dire un jeu de rôle avec un maître du jeu et des joueurs. Mais c'est un jeu de rôle traditionnel assez atypique. En fait, on le présente comme étant un hack d'Apocalypse World, d'où le World de Dungeon World. Apocalypse World, c'est un jeu que Vincent Baker a édité il y a quelques années de cela maintenant, qui a pas mal révolutionné certaines pratiques dans le jeu de rôle. Donc Dungeon World utilise certains principes et le moteur d'Apocalypse World et l'a adapté à un monde de fantasy qui est médiéval fantastique, qui correspond à ce qu'on connaît principalement avec des jeux comme Donjons et Dragons. Donc c'est un jeu qui est fait pour faire des aventures dans un univers médiéval fantastique et qui pourra facilement s'adapter en fonction de vos envies et de vos besoins, que ce soit en fantasy, dans une fantasy bourrée de magie ou pas du tout, plutôt médiévale. On va pouvoir très très facilement passer d'un monde où la magie est très très présente à un monde où elle l'est beaucoup moins en fonction vraiment des envies du maître du jeu et des joueurs. Donc a priori rien de bien innovant pourtant, mais il y a quand même pas mal de choses qui distinguent Dungeon World d'un jeu de rôle médiéval fantastique classique et habituel. Alors tout d'abord les personnages, les joueurs dispose en fait de plusieurs livrets qui sont des archétypes. On a le guerrier, le mage, le voleur, le barbare, et j'en passe pas mal. Là, ce ne sont que quelques exemples. Dans ces livrets, en fait, le joueur est guidé pour faire la création du personnage. Les caractéristiques sont celles de Donjons et Dragons à la base, hein, la force, l'intelligence, le charisme, la sagesse et la dextérité. Mais c'est tout le reste qui diffère énormément. Donc au début, on a le joueur doit choisir ses actions de base, et au fur et à mesure qu'il montera de niveau au cours de ses aventures, eh ben, il pourra récupérer des actions supplémentaires, des actions avancées. Donc bien sûr, ces actions de base et ces actions avancées sont spécifiques à chaque archétype, à chaque classe de joueur, quoi. Enfin de personnage, pardon.
Mais je reviendrai un peu plus en détail sur le principe des actions un peu plus tard. Après, on a quelques petits détails qui caractérisent un personnage, hein, bien sûr, comme son équipement, son background, son apparence physique, etc. Ses points de vie, mais le principal, les principales différences, j'allais dire, entre différents personnages, ce sont les actions. Donc, en gros, la création d'un personnage ne dure que 5 à 10 minutes, donc c'est très facile à prendre en main, et en plus, on est vraiment guidé à la lecture des archétypes pour la création de son personnage. La dernière étape de cette création, ça va être de déterminer les liens que votre personnage a avec les autres personnages des joueurs à la table. Les liens, en fait, ce sont ni plus ni moins que des petites phrases qui disent tel personnage m'en doit une parce que je lui ai sauvé la vie au cours d'une aventure précédente. Ça peut être lui, j'aime pas quand il fait son petit chef. Différentes petites phrases qui caractérisent l'attachement ou les relations qu'ont deux personnages entre eux. Le maître du jeu, quant à lui, a assez peu de travail au départ, hein, dans le sens où, contrairement à pas mal de jeux de rôle, il n'a pas à préparer de scénario, ni même de background, étant donné que tout ce travail va se faire avec les joueurs. Au pire, il peut préparer une situation de départ très basique, sans trop de détails, parce que bien sûr, comme on va le voir, la création du monde va se faire avec les joueurs. Donc il peut avoir quelques idées d'une situation de départ et de quelques rebondissements qu'il pourra faire intervenir dans la première partie lorsque tout le monde fera connaissance véritablement en jeu. En effet, Dungeon World est un jeu qui incite à la création collaborative. Donc qu'est-ce que c'est cette création collaborative et comment ça marche? En fait, l'objectif, c'est de déterminer avec les joueurs dans quel monde ils évoluent. Donc le maître du jeu va poser des questions et va échanger avec les joueurs et vont en fait créer le monde dans lequel ils vont jouer. Ça se fait généralement au cours de la première séance, après la création du personnage. Et le maître du jeu, d'ailleurs, sera incité à poser un tas de questions sur les personnages, sur leur passé, sur leur entourage, ce qui permettra déjà, dès le départ, de caractériser le monde dans lequel ils vivent. Effectivement, si vous avez un joueur qui dit qu'il faisait partie d'une organisation de prêtres qui adorent un dieu lié à la montagne, ça place déjà pas mal d'éléments. Effectivement, il y a un dieu de la montagne, il y a une organisation, etc. Et le maître du jeu pourra poser des questions à ce joueur sur l'organisation, sur les pouvoirs qu'ils ont, sur la magie qu'ils utilisent, les prières qu'ils font. Et tout ça créera finalement des éléments qui pourront être réutilisés en jeu plus tard. Donc, dans les règles, c'est bien précisé, hein, le MJ est vraiment incité à poser beaucoup de questions pour que tout le monde imagine beaucoup mieux le monde qui les entoure. Même chose, si un joueur qui joue un voleur dit qu'il est issu des bas-fonds de telle cité, ce sera l'occasion de poser des questions sur cette cité, voir si les autres joueurs la connaissent, les autres personnages, la connaissent, quelles expériences ils y ont vécu, et ainsi de construire un peu le portrait robot, et puis même en détail de la cité en question. Donc voilà cette première phase qui a lieu généralement dans la première séance de création du monde. À partir de tous ces éléments glanés pendant la création du personnage et la création de l'univers,
le MJ, lui, pourra déjà commencer à réfléchir et à prendre quelques notes, à réfléchir aux dangers qui peuvent surgir en jeu. Il va pouvoir réfléchir à des menaces qui vont pouvoir peser sur les joueurs, tout ça en fonction de ce qu'ils ont raconté sur leur personnage et sur le monde. Dans le jeu, ça s'appelle des fronts, tout ça, et le maître du jeu pourra s'amuser pendant les parties à faire évoluer ces fronts, à faire évoluer ces dangers, jusqu'à leur point, jusqu'à leur paroxysme. D'ailleurs, une fois que le MJ et les personnages sont prêts, on peut véritablement lancer l'aventure. Tout simplement, pourquoi pas par une scène de départ, éventuellement une scène lancer les personnages in media res, c'est-à-dire au cœur de l'action directement. Là encore, une première situation ou une action de départ sera l'occasion pour le maître du jeu de poser des questions. Un exemple qui est souvent donné, c'est vous êtes pris à partie par une bande de délinquants dans la ville. Ah bah tiens, toi le voleur, celui-là, tu le connais, d'où tu le connais, pourquoi tu le connais, et en quelles circonstances tu avais déjà rencontré ce personnage non joueur, ce délinquant. Tout à l'heure, je parlais des actions, donc je vais revenir un petit peu dessus, parce qu'en fait, tout le système de jeu tourne autour de ces actions. Le principe est assez simple. Tout se passe en fait dans la fiction, c'est-à-dire que le maître du jeu, comme dans un jeu de rôle classique, présente une situation, les joueurs vont raconter ce qu'ils font, sans se soucier, j'allais dire, de la mécanique, ils vont simplement décrire ce qu'ils tentent de faire, et parfois ce qu'ils tentent de faire en fonction du danger que cela représente correspondra à une action. Alors il y a deux types d'actions dans le jeu, il y a les actions de base et il y a les actions avancées. Alors les actions de base, il y en a quelques-unes, je vais vous les citer, enfin je vais vous en citer quelques-unes. On a lancer une volée de flèches ou lancer des objets, donc attaquer à distance, on va attaquer au corps à corps, on va pouvoir braver le danger, on va pouvoir discerner la vérité, on va pouvoir étaler sa science. Bref, tout ce que raconte le joueur va pouvoir être traduit via une action. Les joueurs, le MJ demande ensuite aux joueurs de lancer 2d6, auquel il va ajouter la caractéristique, le bonus de sa caractéristique qui entre en action à ce moment-là. Typiquement, si je rentre dans un combat en mêlée, on va demander au personnage de lancer 2d6 plus son bonus de force, et le résultat sera de trois types. Soit le personnage fait 6 ou moins, soit le résultat est de 7 à 9, ou soit le résultat est de 10 ou plus. Un résultat de 10 ou plus est forcément une réussite totale, c'est-à-dire que ce que le joueur a décrit pour son personnage, ça va se réaliser exactement comme le joueur l'avait prévu, et on peut même donner la parole dans ces cas-là au joueur qui va pouvoir décrire exactement ce qui se passe. Un résultat de 7 à 9 sera une réussite mitigée, c'est-à-dire que ça va effectivement, l'action va réussir, ça sera une réussite de toute façon, mais il va y avoir des complications. Il va y avoir des complications ou des embûches qui interviendront. Pour certaines actions, les résultats 7, 9 et 6 moins sont d'ores et déjà prévus et écrits. Pour d'autres actions, comme braver le danger, là ce sera au MJ de réfléchir à quelles conséquences non prévues les personnages vont devoir se confronter. Ensuite, les résultats de 6 moins, là ce sont des échecs complets. Et là, le MJ va pouvoir se faire plaisir en mettant des bâtons dans les roues des joueurs. Déjà, bien sûr, ils ne réussissent pas leur action, mais en plus, il va leur arriver des conséquences problématiques. Donc voilà les trois types de résultats. Donc comme je disais, certaines de ces actions génèrent des résultats déjà prévus. D'autres, c'est au MJ
d'expliquer les conséquences. Donc pour rappel, à 10+, c'est réussi, 7, 9, c'est réussi, mais il se passe quelque chose de problématique, et 6-, c'est un échec global. Certaines de ces actions génèrent énormément d'histoires, notamment je pense à deux de ces actions de base qui sont étaler sa science et discerner la réalité. Étaler sa science, un joueur à n'importe quel moment dans la partie va pouvoir dire au MJ ah bah moi je connais cette peuplade qu'ils viennent de rencontrer. En effet, mon père m'a parlé d'eux car il a vécu avec eux un certain temps, ou il les a étudiés pendant un certain temps et m'a expliqué. Ou alors un joueur va pouvoir dire ah bah moi je suis un magicien, un vrai rat de bibliothèque, et j'ai lu quelque chose à propos de cet objet, j'en connais son existence et je connais ses pouvoirs. Et le joueur va pouvoir à ce moment-là intégrer dans la fiction des éléments qu'il va lui-même apporter. Et ce sera au MJ de rebondir bien sûr sur les propositions des joueurs. Éventuellement de négocier avec lui pour que ça cadre avec ce qu'il a envie de faire. Discerner la réalité, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que le joueur va poser des questions sur la situation, observer en fait, basé sur la vue, basé sur l'ouïe, mais ça peut être aussi des observations sur l'attitude générale d'un monstre ou d'un PNJ. De son côté, le maître du jeu, lui, a ses propres actions et des principes. On peut classer les actions du MJ en deux grandes catégories, les actions dites méchantes et les actions un peu moins méchantes. En gros, les actions méchantes, c'est quand les joueurs vont faire un 6 ou moins avec leur dé lorsqu'ils tentent quelque chose, et les actions un peu gentilles sont lorsqu'ils font un 7-9. Il est précisé quand même que les actions à 6-, le MJ peut se lâcher et va pouvoir proposer des conséquences lourdes sur l'histoire. L'objectif, bien sûr, n'étant pas de détruire la troupe de personnages, mais en tout cas, grâce à des bâtons que le maître du jeu va mettre dans les roues de nos joueurs, faire avancer l'histoire. Les 7-9 seront des conséquences un peu moins problématiques, ce sont des petites embûches qui peuvent, à force, avoir des conséquences. Ce principe d'embûches fortes ou moins fortes, c'est ce qui fait que tout le sel en fait, de Dungeon World. En effet, c'est énormément moteur d'histoire et de fiction. C'est ce qui permettra finalement à tout ce qui se passe dans la fiction, ça provoquera énormément de rebondissements. Et c'est une mécanique qui paraît comme ça assez simple, mais qui en fait est véritablement ce qui me fait adorer ce jeu. Les principes aussi sont quelque chose de super intéressant dans Dungeon World, les principes pour le MJ. Ça met ni plus ni moins en forme des choses que beaucoup de MJ font inconsciemment, mais c'est bien de les avoir sous les yeux parce que ça permet de rebondir dessus quand on est un peu en manque d'inspiration. On peut citer dans les principes pour le MJ des principes assez simples, par exemple être fan des joueurs. C'est toujours bien de se rappeler, oui, il faut que je sois fan de mes joueurs et donc finalement les faire en sorte qu'ils soient héroïques et ne jamais les brimer, on va dire, de façon absurde. On peut avoir un principe qui s'appelle jouer pour voir ce qui va se passer. C'est un principe qui paraît bête dit comme ça, mais c'est vrai que ça indique au MJ que, bien sûr, c'est pas la peine de prévoir énormément de choses, c'est en jouant que on va raconter l'histoire et on va voir exactement comment le fil de la fiction va se dérouler. L'avantage de Dungeon World, quand on est maître du jeu, le fait que ça ne soit pas scripté dès le départ et que les scénarios, les histoires, la fiction qui va avoir lieu en partie n'est pas d'ores et déjà écrite dans le marbre comme dans un scénario officiel
ou un scénario qu'on va trouver dans un magazine ou sur Internet, on peut avoir des directions qui partent vraiment dans des sens complètement inattendus avec les joueurs, avec une même situation de départ. J'ai souvent fait l'expérience d'avoir une situation de départ en jeu, un petit peu scriptée, histoire de mettre le pied à l'étrier aux joueurs. Mais par contre, à part cette première scène, rien n'était prévu. Et j'ai eu, avec différents groupes, des histoires radicalement différentes et des fictions complètement originales à chaque fois. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup ce jeu. D'autres raisons qui font que j'aime beaucoup ce jeu, déjà, c'est qu'il ne nécessite pas beaucoup de préparation, ni pour le MJ, ni pour les joueurs. Comme je disais, la fiche de personnage se dresse en 10-15 minutes grand maximum, et le maître du jeu, lui, à part quelques idées en tête qu'il doit apporter à la table, éventuellement quelques notes, mais c'est même vraiment pas forcément indispensable, on peut démarrer une partie comme ça très rapidement. Le moteur du jeu, donc basé sur ce système d'action, c'est un système qui est très fluide et plein de rebondissements. Le système arrive à se faire oublier en jeu. Le joueur raconte quelque chose, tiens, ça correspond à telle action, on lance 2d6, on voit le résultat et c'est reparti, on repart dans la fiction. On fait toujours un aller-retour comme ça entre la fiction, une action, et on retourne sur la fiction finalement, qui est très fluide et qui permet de ne pas interrompre l'histoire par des points de règle, par une mécanique trop lourde. Il n'y a justement pas de prise de tête avec le joueur sur des points de règle, parce que il y a des points de règle rébarbatifs en plus. Parce qu'il y a très peu de règles, et puis c'est pas le sujet de ce jeu. Les parties qui sont générées avec ce jeu sont très souvent fun et agréables. Il y a beaucoup d'actions et de rebondissements, encore une fois parce que le système d'action incite à ça, et parce qu'il n'y a pas de temps mort, parce que la fiction, encore une fois, est fluide. J'aime aussi ce jeu pour les actions qui ont elles-mêmes des conséquences sur la fiction. On parlait des actions comme toutes les actions dans le jeu ont des conséquences sur la fiction, mais il y en a qui apportent en plus des choses à la fiction, comme je parlais tout à l'heure de discerner la vérité ou étaler sa science. Là, on est vraiment sur des apports des joueurs à la fiction, ce qui permet d'enrichir finalement les bases pour que le MJ puisse imaginer la suite des événements. Les personnages, en plus, lorsqu'ils montent de niveau, ça ne devient pas forcément des gros billes capables de tout casser et de tout détruire sur leur passage. Ils ne deviennent pas invulnérables. D'ailleurs, leur quantité de points de vie évolue très peu, voire pas du tout. Enfin, si, ça monte un petit peu en fonction de la constitution, mais enfin, c'est vraiment pas grand-chose. Seules ces capacités en termes d'action supplémentaires viennent se rajouter, mais on n'est jamais dans des choses qui lui permettront de communiquer avec les dieux. Enfin, si, pourquoi pas, mais enfin, on ne devient pas personnage niveau 20 dans Donjons et Dragons, quoi. On est vraiment, même si les personnages sont considérés comme des héros et sont même uniques, on va dire, dans l'univers qu'ils habitent, on n'est pas non plus sur du gros billisme, quoi, tout simplement. Un point aussi qui me fait apprécier énormément ce jeu, c'est la communauté qui est autour de ce jeu. C'est une communauté de passionnés qui ne cesse de fournir du matériel supplémentaire, des idées plus intéressantes les unes que les autres. Une forte communauté donc qui permet d'enrichir régulièrement la pratique. Alors, en conclusion, je mettrai quand même un petit peu en garde, parce que c'est un jeu qui change les habitudes par rapport à des jeux de rôle un peu plus classiques, comme du Cthulhu, du Donjons et Dragons, du Pathfinder, du Shadowrun, des choses comme ça. Là, on est vraiment sur une mécanique déjà, et sur des demandes qui sont faites aux joueurs, des demandes de participation à la fiction qui sont un peu nouvelles et qui peuvent être un peu déstabilisantes. Typiquement, quand les personnages rentrent en combat,
On n'a pas d'initiative, on n'a pas de figurines, on n'a pas de plan, enfin on peut avoir un petit croquis, mais tout se base sur la fiction et sur ce qui est raconté à table. Un personnage qui n'intervient pas pendant le combat, on considère tout simplement qu'il reste les bras ballants, surpris par la situation sans bouger. Donc ce sera vraiment un jeu entre les actes, les conséquences et les réactions de chaque personnage qui feront monter la mayonnaise. Et croyez-moi, un combat dans Dungeon World est bien souvent beaucoup plus palpitant à vivre qu'un combat dans des jeux de rôle avec plateau figurines. Et pourtant, ça ne prendra pas une place démesurée en termes de temps pendant la partie. Un combat peut être réglé en moins d'une minute, ça peut aller très très vite. Donc voilà pour cet épisode 4 des Carnets d'un inlassable curieux. Je ne peux que vous inciter à aller jeter un œil à Dungeon World si vous ne connaissez pas. Vous trouverez des notes dans le billet du blog ainsi que dans les notes du podcast qui vous réorienteront vers des liens pour télécharger le jeu, pour avoir une idée. Vous pourrez lire, parce que bien sûr c'est un jeu qui est libre et disponible en ligne, donc je vous mettrai les liens qui vont bien, ainsi que des liens vers d'autres ouvrages qui vous permettront éventuellement de mieux appréhender ce qu'est Dungeon World. Vous pouvez aussi me contacter sur Twitter, @overb62, overb62 sur Twitter, ou dans les commentaires du blog. Si vous voulez tester le jeu, participer à une partie en ligne avec moi, on peut très bien envisager ça, monter ça. Je suis toujours preneur pour faire une petite partie de Dungeon World. Merci pour votre écoute et puis à bientôt.